Mon mari ne m'a pas encouragé à me mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Et c'est à quel moment qu'il commence à prendre ce que tu fais au sérieux? Ben, je lui montrais mon argent, l'argent, voilà, le relevé, l'argent que j'ai gagné. Et il t'a dit quoi? Il a dit sur Internet, là. J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a des maris qui te contactent et qui te disaient que tu es en train de détourner leur femme du droit chemin? Ça t'est arrivé? Oui. Souvent, les hommes découragent les femmes qui me suivent. Quelle est la différence que tu perçois entre les clients en Afrique et les clients en Europe? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de consommer? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens consomment beaucoup en Afrique, contrairement à ce qu'on peut croire. Je reçois ce stock, je lance la publicité, je vends pratiquement, il me restait à peine 3-4 paix, quoi. C'est parti tellement vite. Il faut que les gens comprennent que c'est dans l'action que tu vas avoir le miracle. Il y en a qui prient, Dieu donne-moi, mais ils n'agissent pas. Qu'est-ce qui a changé dans le e-commerce en 2025? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant... Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. C'est quoi le plus gros montant que tu as gagné en un jour grâce au e-commerce? 20 000 euros. 20 000 euros en un jour? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les offres VIP, voilà, les high tickets. Oui. Voilà. Et les événements que j'organise avec peu de... c'est pas moins cher, quoi, les événements que je fais à 50 euros. Voilà. Mais tu fais un événement à 50 euros. Ouais. Et après, comment tu fais pour avoir 20 000 euros sur une journée? S'il y a 200 personnes en une journée, ça fait 10 000 euros. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait 10 000 euros. Ouais. Et si j'ai 3-4 personnes pour le high ticket, j'ai 10 000 euros. C'est vrai. Ouais. C'est vrai en plus. Donc ça fait 20 000 euros. Et quand je te retrouve comme ça sur une journée, tu encaisses 20 000 euros, je te sens comment? Ben, je comprends la force du digital, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne profitent pas de ça. Peut-être parce qu'ils ne voient pas tout ça. Oui. Et toi, tu fais comment pour qu'ils voient ça? Parce que quand même, 20 000 euros sur une journée, tu te rends compte que c'est le salaire annuel d'une personne. Oui, c'était mon salaire annuel. Je gagnais 1 200 euros en France. Je l'ai gagné pendant 7 ans ici. 200 euros par mois en France? 1 200 pendant 7 ans. J'ai fait le ménage 7 ans en France. En tout cas, tu l'expliques bien, on va revenir là-dessus. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses de 1 200 euros, tu passes de 1 200 euros par mois à 20 000 euros en une journée? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir ce switch-là? L'élément, selon toi, c'est quoi? J'ai augmenté ma valeur. Comment? En faisant quoi? En me formant, en payant des formations, en lisant beaucoup, en côtoyant des personnes qui ont réussi à faire ça. On apprend plus par l'exemple. Donc, quand je vois une personne qui fait ça, je pense que c'est possible pour moi. Il y a une semaine, j'étais avec une personne qui m'a dit, qui m'a montré en fait ce qu'il a gagné en une journée. C'était plus de 70 000 euros. Wow. Et j'ai dit waouh, ça veut dire que je peux en fait. Non, ça existe. Ça existe. Ça existe. Donc ce que je gagne actuellement, c'est pas beaucoup. Waouh. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui se forment, mais qui n'ont pas les mêmes résultats que toi. Pourquoi? C'est le manque d'engagement. Comment ça? Ben, les gens pensent en fait que c'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Tout ce que tu veux obtenir, ça demande un prix. Donc, tant que tu refuses de payer le prix, tu ne peux pas avoir le résultat. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le prix. Ouais, il faut payer le prix. Et la responsabilité. Oui. Ouais, si tu insistes dessus dans ton livre, on reviendra dessus. Ouais. Il y a une autre question pour toi, c'est quoi ta plus grosse perte en termes d'argent? C'est-à-dire, tu as perdu une grosse somme et tu t'es dit waouh. J'ai perdu 6 millions de francs CFA, 10 000 euros. En combien de temps? En un jour, en 2 jours, en combien de temps? Non, c'est une commande. J'ai passé la commande des chaussures que je vends. Ouais. Voilà, par manque d'expérience. Voilà, et c'était... Non, je veux que tu nous racontes vraiment l'histoire. C'est-à-dire que je me lance dans le e-commerce et c'est un défaut que j'ai. En fait, je fais confiance à... Quand je suis avec toi, je suis totalement avec toi. Je n'arrive pas à... Tu es entière, quoi. Je suis entière. Ouais. Et donc, je collaborais avec un monsieur, c'est un Camerounais. Ouais. Voilà. C'était pas une mauvaise personne. Hein. Non. Je l'aime beaucoup. Oui. Non, pas du tout. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai fait confiance.
Et lui, je pense que parfois, quand tu fais confiance à certaines personnes, ils délèguent. C'est qu'ils ne mettent pas... Quand la personne se rend compte qu'il n'y a plus de pression derrière, elle aussi... Il se relâche. Il se relâche. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé, il s'est relâché. Il a confié ma marchandise à une autre personne. Il était au Cameroun et il gérait ça à distance. Sauf que je passe une grosse commande pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, parce que dans la vente des chaussures, il faut maximiser les ventes. Et je reçois une commande, une grosse commande. Et en fait, c'était 3 commandes. Et c'est cette commande-là qui avait des problèmes. Donc, c'est cette commande-là qui est arrivée en premier. Et quand ça arrive, mon assistante, elle m'appelle. Elle m'envoie une capture d'écran d'une cliente qui est très fâchée parce que elle a porté les chaussures et les semelles se sont cassées. Et dans la journée, on reçoit 4. Parce que quand on a du stock comme ça, il y a beaucoup de clients qui arrivent. On reçoit 4, 5 messages. Et puis, il y en a qui insultaient. Ça partait dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, qu'elle pense que c'est le stock qu'on a reçu en début de semaine qui crée cette situation-là. Et en effet, on fait un test et on se rend compte que non, tout le stock est bon pour la poubelle. Pourquoi? Il y avait quoi le problème? En fait, c'est qu'il a reçu trop de commandes. Oui. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me suis prise tard. Tu vois, dans le e-commerce, le stock, il faut commander ça 2-3 mois avant. La date butoir. La date butoir. Et moi, tellement j'ai reçu j'ai fait beaucoup de ventes. J'ai passé une commande, je vais expliquer. J'ai passé une commande et je l'ai reçue. Et ça a eu tellement de succès que c'est parti vite. Et j'ai repassé une autre commande en octobre, je pense. Et ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Donc, quand lui, il a reçu ça, il a reçu l'argent, il ne peut pas laisser. Donc, il a fait fabriquer les chaussures par un sous-traitant. Ah. Et du coup, ce n'était pas de la qualité. Ce n'était pas de la qualité. Mais ça, il ne m'a pas dit. D'accord. Et donc, quand ça arrive en période de crise, oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, donc, ça arrive en ce moment-là, ça part de partout, des commentaires sur la page, des femmes, des bonnes dames qui venaient dans le showroom, qui nous insultaient et tout. Et j'ai dit, mon assistante dit non, on divise le prix par 2 et on essaie de vendre ça, quoi. On vend ça à moitié prix. J'ai dit, pas question, il y a mon nom sur le produit. Donc, tu me mets tout ça dans la poubelle. Voilà, tu jettes. Tu ne donnes même pas en cadeau. Et c'est comme ça. Je me suis retrouvée sans stock en fin d'année. Et comment tu gères? Moi, je ne suis pas trop accrochée à l'argent. Hein. Ah oui? Non. Wow. Moi, j'ai dit, l'argent, ça vient, ça passe. C'est Dieu qui donne. Donc, une maison, tout ce qui est matériel, ça peut partir. C'est vrai. Voilà. Donc, bon, c'est ça. La vie continue. Hein. Et tu as toujours été comme ça ou bien c'est à un moment donné que tu as développé ce détachement par rapport au matériel? J'ai été toujours comme ça. D'accord. J'ai été toujours comme ça, mais je ne veux pas manquer de quelque chose. Et c'est ça qui fait que je travaille dur. Je ne veux pas être dans le manque, mais je ne suis pas accrochée à l'argent. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes, tu traites avec eux, il reste 25 francs, il reste 30 francs, il reste 100 euros, les gens sont accrochés, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas manquer d'argent. Et c'est pour ça que je me bats pour être libre financièrement. Yes. Et le fait d'être détaché de l'argent comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté comme bénéfice? Qu'est-ce que tu gagnes à être comme ça? Ça m'a permis de gagner plus. Comment? C'est paradoxal. Plus tu es détaché de l'argent, plus tu gagnes. En fait, c'est ce que je disais à une personne que j'accompagne hier, c'est qu'elle dit oui, les clients viennent, ne veulent pas payer, ils sont intéressés. J'ai dit, mais le problème, c'est que il ne faut pas payer tant que tu ne les sais pas. Tu es trop concentré sur l'argent. L'argent ne vient pas quand tu es accroché à l'argent, il ne vient pas. Hein. Il faut aimer l'argent, mais c'est... je ne sais pas comment... C'est différent d'être... trop attaché. Trop attaché. Si tu es attaché, l'argent va te fuir. Hein. Ok, d'accord. Bon, tu dis que tu as toujours été comme ça. Et je pense que qu'est-ce qui explique le fait que tu aies toujours été comme ça? Est-ce que c'est lié à ton éducation? C'est lié à quoi? C'est ma personnalité. Ce n'est pas l'éducation, forcément. Parce que là où on a grandi, il y en a qui ne sont pas comme moi. Je pense que c'est la personnalité. Parce que je vais te raconter quelque chose. Il y a une année, j'étais allée voir mon père et il sort de la chambre. Et je savais qu'il n'avait pas d'argent.
C'est vrai qu'il n'avait pas, il n'avait pas, mais il sort de la chambre et puis il me sort 20 000 en fait. Et il me dit, tu veux partir. Ma maman n'était plus là, j'ai perdu ma mère. Donc 20 000 francs, c'est l'équivalent de 30 euros. Voilà, ceux qui savent 30 euros, il me sort 20 000 francs et il me dit, tiens. Et je prends 5 000 francs dans l'argent et je lui donne les 15 000. Et je dis, je sais que tu n'en as pas. Je le dis encore avec la chair de poule et il s'est fondu en larmes. Il dit, aucun enfant ne m'a fait ça. Je ne sais pas quel enfant va me faire ça un jour, mais c'est pour ça que j'ai marqué mon père pour toujours jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je vous dis, ce que je t'ai dit, ça fait plus de 25 ans. Wow, ok. Bon, et pour quelqu'un qui est vraiment très attaché au matériel, très attaché à l'argent, qui justement n'arrive pas à laisser 1 euro, 2 euros, comment il peut faire pour développer ce détachement par rapport au matériel? Parce que ce que tu dis, je connais beaucoup de gens justement qui ont cette même attitude-là. Il y a beaucoup de légèreté dans leur manière d'être. Ils sont très joyeux, contrairement à ceux qui sont vraiment agrippés à l'argent. Voilà. Comment on développe ça? Déjà, il faut comprendre que tout ce qu'on a comme matériel, c'est éphémère. C'est que tu peux avoir des milliards aujourd'hui, mais Valère, si tu pars, tu laisses tout. Donc, du moment où tu réfléchis comme ça, mais comment est-ce que tu vas... il faut déjà te dire que tout... Tu vas partir de cette terre un jour. Et que l'argent, c'est du matériel, c'est un outil. On touche juste. Et on puis... touche. Et puisque tu parles de partir... Après la mort, je pense réellement qu'à un certain moment donné, on va rencontrer notre Créateur par rapport à tout ce qu'on a fait sur la terre. Ok, voilà. Donc pour toi, tu penses qu'il y a une vie après la mort? Oui, je pense réellement qu'il y a une vie après la mort. Et chacun doit agir sur cette terre-là en prenant compte de ça. En tenant compte de ça. Que tu sois musulman, chrétien, athée, quel que soit ce que tu fais, il faut penser qu'il y a quelque chose après. Mais tout ne s'arrête pas ici, en fait. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a quelque chose après? Ben, c'est la foi. Voilà, c'est la foi. Si c'est la foi, ben, si tu crois, ben, tu ne crois pas, quoi. Ok. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction? Là, quand tu te couches le soir, je te dis, ouais, ça, au moins, je peux être fier d'avoir fait ça. Il y en a plusieurs. Mais ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir trouvé l'équilibre familial que j'ai actuellement. Je suis avec mon mari, j'ai mes enfants et j'arrive quand même à les éduquer. Voilà. J'arrive à laisser ça me tient vraiment. C'est quelque chose qui... J'ai grandi dans un environnement où l'éducation... C'est l'éducation qui m'a forgé. C'est ça qui a fait ma personnalité. Et je tenais vraiment à ça. Je ne voulais pas grandir loin de mes enfants. Je voulais toujours voir mes enfants grandir dans un cadre où ils ont leur père et leur mère. Et c'est ma plus grande satisfaction aujourd'hui. Et grâce au digital, en fait, le fait de pouvoir avoir du temps pour mes enfants... Ils rentrent aujourd'hui à la maison, on mange ensemble, on déjeune ensemble. J'arrive à accompagner mon fils au foot. C'est ma plus grande satisfaction. Wow. Voilà. Génial, génial, génial. Et en tout cas, ça fait plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Maintenant que tu es à la maison. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera les choses bien. Comme tu peux le constater, aujourd'hui on reçoit Sadiatou alias Didi Choco, que vous devez sans doute connaître sur les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas, allez taper un peu sur Facebook Didi Choco, vous verrez de qui il s'agit. On parlera de ça plus tard. Nous sommes en direct de Cachan chez Ultimate Pod, le studio d'enregistrement qu'on a mis en place pour pouvoir réaliser des entretiens tels que ceux-ci pour mettre en avant les talents de la communauté. Mais si toi aussi tu souhaites avoir un espace comme celui-ci, rendez-vous sur ultimatepod.fr dans le premier commentaire de la vidéo pour pouvoir bénéficier de l'espace. Et au-delà de ça, je rappelle que le 9 mai, on aura la 5e édition du week-end de l'écrivain du côté de Paris. Donc ceux qui ont loupé la précédente édition, ne perdez plus trop de temps. Et je vais rappeler quand même que nous sommes une maison d'édition, on a un programme d'écriture baptisé Plume d'élite au travers duquel on accompagne les auteurs aspirants à pouvoir coucher leur expérience dans un livre. Donc si jamais c'est quelque chose qui te parle, on te met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Donc voilà, bref, maintenant que tout ceci est dit, on va souhaiter la bienvenue à notre invité Didi Choco. Merci. Mais écoute Didi, j'ai quand même fait quelques recherches.
J'ai fait mes devoirs. Ah. Et justement, j'ai vu que Didi Choco, ça dit à tout. Tu as été adoptée, même comme tu n'en parles pas beaucoup. Voilà. Oui. E-commerçante, stratège en marketing, mais surtout propriétaire d'une marque de chaussures pour les femmes qui ont des grands pieds. Je pense que c'est entre 37 et 44, la pointure. 48 maintenant. 48, mais Ouais. elle a update. 37, 48. D'ailleurs, il y a vraiment des femmes qui chaussent du 48. Oui. Waouh. Oui, Et il y a des gens qui t'achètent des chaussettes, ils disent qu'ils chaussent du 48, tu arrives à les satisfaire. bien sûr. Waouh, énorme. Bref, Didi Choco, c'est ça le nom de la marque. Et au-delà de ça, tu es coach en visibilité. D'ailleurs, voici ton tout dernier livre, L'art d'être visible sur Internet. On a travaillé dessus, c'est un honneur pour nous d'avoir travaillé dessus avec toi. Plaisir, plaisir. Et surtout, ton tout premier livre que j'ai eu enfin le plaisir de lire, Oser rêver grand. Ouais. Voilà. Et dans ce livre, justement, tu abordes 3 thématiques majeures. Tu commences d'abord par l'illusion du mariage. On reviendra là-dessus. Ensuite, tu nous expliques comment s'en sortir lorsque tout semble être contre nous. Moi, je précise ici que ta cible, c'est principalement les femmes. Oui. Même si par moment, nous, les hommes, tu nous tires un Il y a peu. beaucoup d'offres aujourd'hui. Et bien sûr, tu expliques comment, dans ton livre, Oser rêver grand. Moi, je pense que jusqu'ici, j'ai un peu bon. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais préciser sur toi sur lequel je n'ai pas mis l'accent? Je suis une mère. Mhm. Voilà. De 3 enfants. De 3 enfants, 3 garçons. Et j'aime ma famille. Ah. Ouais, beaucoup. Et j'aime... quand tu aimes ta famille, tu aimes les autres aussi. Voilà. Ce qui m'interpelle chez toi, ce qui m'a toujours interpellé chez toi, c'est tes tenues. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta tenue aujourd'hui? Oh, non, il n'y a pas... Tu n'as pas vu venir la question, hein? Non, pas du tout. Il n'y a pas une description particulière. J'aime simplement m'habiller traditionnellement. Je prends du plaisir. Je me sens belle comme ça. Ah oui. Très belle et c'est pour ça que je m'habille comme ça. Foulard. Comment on appelle ça? C'est la robe, c'est le gando. Comment on appelle ça? Cette Non, robe-là. c'est un bazin. Chez moi au Togo, on appelle ça Le bazin. Bazin brodé. Voilà. Et comme en France, tu sais que c'est pas très commun. Et même très souvent, lorsque les Africains arrivent en France, pour passer entre les gouttes, ou du moins pour ne pas se faire remarquer, on évite souvent de mettre nos tenues parce que parfois trop voyants, parce que parfois trop différents. Est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ton style vestimentaire? Tant désobligeante que bienveillante, quoi. Toujours bienveillante. Toujours bienveillante. Je n'ai au contraire, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, ce qui m'a même renforcée, c'est qu'il y a 7 ans, à la sortie de l'école, en été, je m'habillais comme ça, depuis que je suis en France en été. Et donc, j'ai remarqué que mes collègues, tout le monde, ah ouais, toujours avec des couleurs, ça dit à tout avec des couleurs. Ouais, grave. Et un jour, j'allais chercher mon fils là à l'école, en étant habillée comme ça. Et il y a une maîtresse qui m'interpelle et me dit, ben, Madame Sitou, est-ce que vous voulez venir nous parler de votre pays, de vos origines, parce que vous êtes toujours bien habillée, on a envie de faire découvrir ça aux enfants. J'ai dit, waouh. Et c'est comme ça, je vais faire un exposé à l'école de mon fils. À l'époque, il était en maternelle, 2e année. Waouh. Et ça, je me dis, ben, il y a quelque chose. J'envoie ça à ma belle-sœur, je dis, ben, regarde. Ça veut dire que ben, les gens qui n'arrivent pas à se montrer, c'est qu'ils ne s'acceptent pas. Ouais, c'est vrai. Et même pour aller voir Macron aujourd'hui, je m'habillerai comme ça. Waouh. Ouais. Énorme. Énorme. Ouais, c'est top, c'est top. Et justement, pour revenir par rapport au sujet de notre échange, je sais que dans ton livre, justement, Oser rêver grand, Oui. il y a une phrase qui m'a interpellé tout de suite, c'est que tu parles de l'illusion que les femmes se font du mariage. Oui. C'est quoi cette illusion? Qu'est-ce qu'elles pensent en majorité? En majorité, la femme pense en fait qu'après le mariage, sa vie va changer. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a les réalités du mariage dans lesquelles elle tombe et puis il y en a qui n'arrivent plus jamais à se relever. Et c'est quoi ces réalités? Ben, les réalités, c'est que tu te rends compte que tu n'es pas aussi libre que ce que tu pensais. Ah, ok. Ouais. Ça peut choquer d'autres personnes qui ne comprennent pas cette réalité, mais une femme, moi je suis musulmane, hein, oui. Donc tu es sous l'autorité de ton mari. Donc, comme je le dis, je me retrouve dans une relation où
C'est-à-dire que j'ai grandi dans un environnement où je voyais mes tantes, en fait, je voyais comme si elles subissaient parce qu'elles n'avaient pas une liberté. C'est comme ça que je voyais ça. Et donc, pour moi, me marier à un homme intellectuel, me marier, c'est être libre, quoi, pouvoir vaquer à mes occupations, faire ce que je veux, comme je veux. Mais très vite, je me suis rendu compte, en fait, que je suis obligée de composer avec la personne avec qui je partage ma vie. Et ça, je n'ai pas vu venir. C'est-à-dire, pour venir ici maintenant, j'ai demandé la permission à mon mari. Avec les parents, je voyais que les parents me dérangeaient, quoi. Pourquoi ils ne me laissent pas sortir? Il faut demander des permissions. Parfois, on dit, reste ici, ne bouge pas, tu veux aller où? Et je ne voyais pas les choses comme ça dans la relation. Ah, ok. Mais donc pour toi, au début, tu as vu le mariage comme une prison? Je me suis sentie, ça, en toute sincérité, j'ai eu ce sentiment-là, à un moment donné. Et comment tu as fait pour dépasser ça? Très bonne question. J'ai cherché... moi, j'ai une grande capacité d'adaptation. Oui. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs personnes. Mais je m'adapte, mais je ne me résilie pas. Je cherche à sortir de la situation pour être heureuse. Et malheureusement, plusieurs femmes n'arrivent pas à faire ça. Et justement... Au-delà de ça, tu parles aussi des mauvaises raisons pour lesquelles beaucoup se marient. Exactement. Et justement, quelque part, tu dis dans ton livre que toi, tu t'es mariée parce qu'à la maison, ça n'allait pas. Exactement. Et moi, ça a attiré ma curiosité. Qu'est-ce qui n'allait pas à la maison? Il faut reconnaître que j'ai grandi, j'ai été adoptée. Oui. Voilà. Et au passage, je salue mes parents, les personnes qui m'ont adoptée. L'homme, il n'est plus en vie. Sa deuxième femme aussi, mais il y a ma tante qui est encore en vie, que je salue au passage. Donc, j'ai été adoptée et il y a eu... Moi, je suis fille unique à ma mère, donc j'ai 4 frères et je suis la seule fille. Donc, j'ai été chouchoutée et tout, c'était la fille à maman. Ma maman, elle m'habillait, elle me faisait des choses, donc très vite, mon papa a compris en fait que s'il n'agit pas rapidement, il risque de me gâter. Ah, ok. Voilà, parce que ça partait trop dans tous les sens. Et je pense que le monsieur, il a vu ça venir et il a décidé de me prendre et de me donner à ma tante qui était avec son mari. Sachant que c'est quelque chose qui est récurrent en Afrique. En Afrique, donc ça ne fait. Pas choquant. Voilà, c'est pas choquant. Donc, quand j'arrive, j'ai été bien accueillie, je n'avais pas un problème. Je suis toujours un enfant. Je n'aime pas décevoir. Et je ne voulais pas décevoir mes parents. Parce que pourquoi ils n'ont pas pris mes frères? Si c'est moi, ils ont envoyé là-bas, c'est qu'ils ont confiance en moi. Et ce que je t'ai dit, j'avais 8 ans. Hein. Ouais. Et deuxième chose, je ne voulais pas être le mauvais enfant. Donc, je faisais tout ce qu'on me demandait. Et je faisais même plus. Des fois, tu te parles au Ramadan, tu dis que c'était le pire mois de ta vie. Exactement. Je ne voulais pas qu'on me reproche quelque chose. Même si je suis fatiguée, je continue. Je prends sur moi et je fais. Par exemple, pour le Ramadan, on a grandi on était pratiquement 13 dans la maison et il faut se réveiller tôt, il faut préparer. Et pour un enfant, quand même, c'était lourd. Parce que mon école, c'était à 1 heure de la maison et je marchais, c'était à pied. Ah oui. Pourtant, tu étais dans une grande et belle maison. Oui, on était dans une grande maison, belle maison, mais moi j'étais dans une belle école, une très bonne école. Oui. Mes amis, ils doivent me reconnaître, ils doivent comprendre ce que je dis. Mais il fallait marcher 1 heure, il faut rentrer à la maison, il y a les tâches ménagères qu'il faut faire, tout était réparti. Je ne voulais pas être le mauvais enfant. Et à un certain moment donné, j'étais malheureuse. Je n'étais pas bien. Et j'avais ce sentiment, pourquoi? Parce que j'avais ma mère qui était en vie, chez qui je ne pouvais pas subir tout ça. Je sais qu'avec elle, je ne vais pas faire. Je vais m'asseoir et puis les autres vont faire pour moi. Mais malgré ça, tu as tenu quand même. Oui, j'ai tenu et par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est ça qui fait que je me suis sentie vraiment mal. Et ma seule porte de sortie à l'époque, c'était de finir mes études, d'avoir un travail, de me marier. Et je savais que si je sors de là, avec un diplôme, je vais trouver un travail. Et si je me marie, l'homme n'aura pas trop de la main sur moi parce que financièrement, j'allais quand même avoir mon mot à dire. Oui, bien sûr. Et je me rappelle, s'il y a mes amis qui regardent dans l'amphithéâtre, je disais, si mon mari paye le loyer, je vais payer la facture, de l'électricité.
Et tous mes amis, ils savaient ça que parmi toutes les filles, c'est la seule qui disait, c'est Sadia, tout seul qui disait ça. Ils payent le loyer, je paye la facture d'eau. Mais toi, tu sors d'où? Parce que justement, dans la culture musulmane, très souvent, les femmes sont à la maison. Les hommes partent travailler, c'est eux les pourvoyeurs très souvent dans la culture musulmane, encore plus en Afrique. Et tu le dis que la majorité des femmes autour de toi, pour elles, dans leur tête, c'était mon mari va s'occuper de tout, du moins financièrement. Voilà. Toi, tu sors d'où avec cette manière de penser? Je pense que c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi qui m'a révoltée. C'est-à-dire que voilà, je voyais mon tuteur, il était immensement riche. Et ces femmes, elles étaient chouchoutées, mais elles n'avaient pas le pouvoir. D'accord, ok. Et ce pouvoir-là, j'ai compris plutôt que pour l'avoir, il faut que j'ai de l'argent. D'accord, ok. Et vas-y. Et pour ajouter, ma mère était juste l'opposé de ces femmes-là. Ah. Ma mère, elle était très battante, elle s'en sortait très bien à l'époque, financièrement. Et donc, quand je vois ça, c'est le jour et la nuit, je me dis non, je peux quand même trouver le juste milieu. Voilà. Ok, c'est important ce que tu dis, c'est très très important ce que tu dis. Voilà. Et du coup, comment tu rencontres ton mari? Mon mari, je le rencontre dans une association des cadres de mon ethnie, en fait. Ça se passe comment? Là, tu vas nous dire, ça se passe comment? C'est lors d'un baptême. Non, c'est pas avant le baptême. En fait, je suis rentrée dans une association à l'université. Et dans l'association, ils ont commencé par... je salue au passage tous les membres de l'association. Et ils ont commencé par organiser des fêtes. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on fait à manger. Et puis l'objectif à l'époque disait aussi, c'est pour permettre aux femmes de trouver des... Voilà, de créer les... Il y a des couples qui se sont formés. En l'occurrence, le tien. Je salue Chérie au passage qui a trouvé son mari aussi dans l'association. Et c'est là que je vais. Et mon mari, il revenait... Apparemment, l'association a été créée quand mon mari était étudiant à l'université. Et lui, il a voyagé. Donc, quand lui est venu en France, les autres, ils sont restés. Et donc, chaque année, quand il vient en vacances, il vient assister à la fête. Et je pense que là-bas, il m'a vu la première fois. Moi, je ne l'ai pas vu. Et je pense que le week-end qui a suivi, bien 2 semaines après, il y a un de ses amis qui faisait le baptême de son fils. Ashraf, c'est mon mari, c'est le jour là j'ai connu mon mari en fait. Donc Ashraf en question faisait le baptême de Ashraf et c'est là que je croise mon mari la première fois. Et je te dis quoi, que ça va être mon mari ou bien tu t'en fous? Non, pas du tout. Lui m'a vu, je ne l'avais même pas vu et il a pris je l'ai pas vu et il a pris mon numéro. Je pense il m'a vu, après je suis partie. Je suis partie et il a pris mon numéro chez une de ses cousines. Donc, arrivé à la maison, je reçois un appel. Voilà, me dire, tu es parti. Parce que quand j'étais en train de faire mes ablutions, je pense qu'il était à côté de moi. Je l'ai vu, en effet. Parce qu'on a prié avant que je ne parte. Mais après la prière, je ne t'ai plus vu. Tu es parti. J'ai dit, je ne savais pas. Il a dit que lui a pris. Qui t'a donné mon numéro? Vous êtes qui déjà? Il dit, voilà, lui a pris mon numéro chez Mansour. Et c'est comme ça, l'histoire a commencé. Vous savez combien de temps que ça dure aujourd'hui? Vous êtes ensemble? On s'est mariés en 2008. Ah oui. Tu es une vieille mariée. Oui. On s'est mariés en 2008. Waouh. 2008. Et c'est quoi les bonnes raisons de se marier alors? Les bonnes raisons. S'il y a une bonne raison pour laquelle les gens doivent se marier, c'est quoi? Je dirais c'est pour éviter la vie de débauche. Ah oui, tu penses? Oui, je pense. Je pense réellement que le mariage recadre ceux qui veulent. Ceux qui veulent. C'est pas tout le monde. Pas les bassa-bassa. Ça, pour moi, c'est... Je ne voulais pas faire des bêtises aussi et je cherchais quelqu'un de bien. Je cherchais une personne de bien, une personne posée, voilà, qui a la crainte de Dieu. Pas ceux qui vont prier simplement. Qui a la crainte de Dieu. Qui craignent réellement Dieu. Ça apporte quoi le fait qu'il craigne Dieu? La personne qui a peur de te faire mal. Une personne qui a peur de faire mal à son prochain craint Dieu. Parce qu'il y en a qui prient, mais c'est eux qui font plus du mal. Oui, on est d'accord. D'autres. On est d'accord. Donc, c'est ça que j'ai vu en lui, quelqu'un qui... voilà. Et si ça n'avait pas été... Si ça avait été quelqu'un de bienveillant, mais qui n'avait pas été musulman, est-ce que ça aurait été possible? Non. Non. Pourquoi? Pour toi, être musulman, c'était la base? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Si j'avais été un chrétien, par exemple, tu aurais refusé aussi? Oui. Pourquoi? Pour mes enfants. C'est-à-dire que j'aime l'alignement.
je respecte, hein. J'ai beaucoup de cousines qui ont épousé des hommes chrétiens que je respecte, je suis toujours en contact avec elles, mais j'aime l'aliment, j'aime que les choses soient propres pour moi, je n'aime pas plus simple. Parce qu'aujourd'hui, actuellement je suis là, mais mon mari il a amené mes enfants à l'école coranique. Oui. Enfin, c'est des choses pour moi qui sont importantes. Et si je suis musulman, il est chrétien, pour moi c'est trop compliqué. Je n'aime pas les choses compliquées, quoi. Mais ceux qui choisissent, je ne dis pas qu'ils aiment les choses, peut-être c'est les choix, les circonstances de la vie, je respecte. Mais pour moi, je ne voulais pas ça. D'accord. Je voulais quelqu'un qui faisait la même religion que moi. Voilà. Je t'ai dit, tu as dit, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ma famille, mes enfants, leur éducation. Non, ça se comprend. C'est un critère comme beaucoup d'autres. Il y en a qui vont préférer des hommes qui sont grands. C'est un critère qu'on respecte. Et au-delà de ça, je vais poser une question un peu trash. Est-ce que tu n'as pas par moment l'impression de trahir les valeurs africaines en étant musulmane? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que quand on regarde l'histoire, est-ce qu'il y a des religions africaines? Par exemple, l'animisme, le vaudou. Mais maintenant, l'islam a été importé en Afrique noire, est-ce que quelque part, ce n'est pas trahir les traditions africaines que de prendre une religion qui a été importée et dont parfois on ne maîtrise pas les codes? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, en grandissant, avec tout ce que j'apprends, je prends le temps de réfléchir par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Mais avant, non. Avant, j'étais un peu bornée et tout. Mais il faut comprendre que j'ai connu que l'islam, en fait. Je n'ai pas connu l'animisme. Mon père, c'est un imam, en fait. Donc, j'ai pas mon tuteur, j'ai grandi où chaque samedi, comme je dis, aujourd'hui c'est samedi, mes enfants sont à l'école coranique. Moi, chaque samedi, il y avait quelqu'un qui venait à la maison en Afrique. Et pendant les moments de Ramadan, moi, je faisais toujours les 30 jours. J'ai connu que ça. Donc, on ne peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard, mais je me sens bien dans ça. Tu te sens bien dans ça? Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Ça se respecte. Ok, bon, on poursuit. Du coup, tu dis, au-delà de ça, à un moment donné, cette phrase m'a marqué, tu dis que, à un moment donné, tu te maries, tu t'installes avec ton mari, mais sauf que tu vivais à la merci de ton mari et c'était une vraie souffrance pour toi. Premièrement, est-ce que ton mari a lu ton livre? Oui. Et il t'a dit quoi après l'avoir lu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle a été sa réaction? Il ne voit pas... Ce que j'ai écrit dans le livre, je le dis. C'est pas que dans le livre, je le dis, quoi. On a même eu un débat il y a un mois avec un ami qui est venu à la maison sur le même sujet, en fait. L'ami, c'est un Français qui s'est converti à l'islam. Je te salue au passage. Et il vient à la maison et puis dit que sa femme, en fait, quand ils se sont connus, sa femme était cadre dans une banque. Et ils ont décidé de se mettre ensemble. Et la femme a dit qu'elle allait rester à la maison s'occuper. Parce qu'ils vont faire des enfants. Elle va s'occuper des enfants. Et le monsieur va aller chercher l'argent. Sauf que depuis qu'elle a fait un enfant, elle ne se sent pas bien. C'est-à-dire que elle voit qu'en fait, c'était l'illusion de ce qu'elle voyait. Elle n'était pas heureuse. Rester à la maison, femme, s'occuper des enfants. Elle n'est pas épanouie. Et le monsieur voit ça comme une trahison. Ouais. Pour lui, c'est comme une trahison parce qu'elle avait promis. Oui, bien sûr. Voilà. Et la femme, elle essaie de lui expliquer. Je pense qu'il ne comprend pas. Donc, le monsieur vient chez nous. La femme n'était pas là. Et on aborde le sujet. Et j'ai dit, moi, ce que vous devez comprendre, en fait, on ne nous a pas mis à l'école pour qu'on vienne s'asseoir à la maison pour s'occuper des enfants. Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet, mais j'amène le sujet là-bas pour... Bon, qu'est-ce que tu m'as demandé? Puisque le sujet, c'est... je te disais comment ton mari prend la chose. Maintenant, tu as expliqué le débat. Voilà. Mais après, il y a la question de la trahison. Voilà, il y a la question. Donc, ce que je t'ai dit, dans l'échange là, en question, j'explique clairement à mon mari, comme je l'ai dit dans mon livre, je ne peux pas être épanouie. Il y a des femmes, en fait, qui ont besoin d'hommes simplement. Elle va s'asseoir à la maison et le monsieur va s'occuper d'elle. Mais moi, ça dit à tout, par rapport à ma personnalité. Tu peux tout me faire, mais je ne peux pas être épanouie si je ne suis pas utile à la société. D'accord, ok. Donc ça, c'est un sujet. Maintenant, le deuxième sujet, c'est que aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler, mais à l'époque, je ne travaillais pas. Oui.
Et je dépendais entièrement de mon mari. Et quand tu dépends, je ne sais pas, hein, les femmes qui dépendent de leur mari peuvent comprendre ce que je dis. C'est que quand tu tends la main, l'homme te fait tout. La main qui reçoit est toujours en bas. Hein. Non, on est totalement d'accord. Et je me suis sentie tellement faible à un certain moment donné, face aux décisions aussi. Ouais. Parce que je voyais à l'époque que j'étais plus ou moins informée, en fait. On m'informait des situations. Ah, ok, d'accord. Et ce qui ne me convenait pas du tout. Tu ne participais pas, on te dit, bon, voilà ce qui va se faire. Voilà. Et à la fin du mois, il m'envoie l'argent, il me dit, fais ceci, fais cela. Moi, je ne voulais pas ça. Ah, oui. Donc, si je reviens au sujet de mon mari, il a lu le livre, mais c'est un sujet qu'on aborde et je donne clairement mon opinion. Moi, mon bonheur, ce n'est pas juste d'avoir un mari qui s'occupe de moi. Je dois impacter. Je dois exister, en fait. Et justement, tu aimes bien que tu parles de la culture musulmane. Très souvent, dans la culture musulmane, la femme doit rester à la maison. Des fois, j'ai plusieurs amis médecins qui m'ont fait ce retour-là. Comme quoi, quand elles ont voulu se lancer dans les études de médecine, leur mari était contre. Bon, imaginons une femme, j'imagine que ça a déjà été le cas, des femmes qui viennent te voir et qui te disent que ouais, elles veulent se lancer dans la vie active, elles veulent gagner de l'argent, elles veulent impacter, elles veulent même être visibles, mais leur mari, lui, il est contre ça. Tu leur dis quoi? La question que je pose, qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce qui est bon et bien pour toi? Si tu arrives à répondre à cette question, ce n'est pas à moi de te dire... on peut trouver l'équilibre. Hein. Moi, j'ai réussi à trouver l'équilibre. Hein. Je ne suis pas partie de mon mariage malgré toutes les frustrations. Ma cousine le dit clairement. Elle m'a dit, ce qui est incroyable chez toi, je n'arrive pas à comprendre avec ta personnalité comment tu as pu gérer cette situation que tu décris si bien. C'est-à-dire que je me sentais tellement mal dans la relation à un certain moment donné. Mais je n'ai jamais manifesté ça parce que je savais que ma porte de sortie devait venir de moi. Ah, la porte de sortie devait venir de toi. C'est très fort ça, oui. Et ça, j'étais convaincue. Et je savais que la liberté financière pouvait me donner ce pouvoir-là. Donc, ce que je dis à ces femmes qui viennent, fais quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent. Quand tu vas avoir de l'argent dans la relation, tu pourras agir. Ça peut agir. Parce que même les présidents, si leurs femmes les aident, ils ne vont pas reviser. Oui, c'est vrai. Bon, après, il y en a aussi qui ont beaucoup d'orgueil. Hein. Bon, aider dans quel sens aussi? Financièrement, voilà. Je pense que participer financièrement dans la relation, ça peut changer le regard de l'autre vis-à-vis de l'autre. Voilà. Oui, c'est vrai. Et il y a des hommes qui sont très bornés. Qui ne veulent rien entendre. Est-ce qu'il faut se séparer? Moi, je dis, le divorce, il n'y a rien de bon ni de mauvais dans la vie. Hein. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Tu peux être marié, malheureux. Tu peux être divorcé, malheureux. Donc, c'est à toi de choisir ce qui te convient. Mais elle dit qu'elle veut être mariée. Elle veut être mariée, oui. Elle trouve une porte de sortie. La porte de sortie, c'est de créer, par exemple, une activité. Il y a des femmes qui viennent me voir pour dire « Ah, tout ce que tu fais, ça me plaît, tu m'inspires. » Mais mon mari ne veut pas. Il ne veut pas que je me montre. Oui. J'ai dit « Tu sais, tu peux commencer par entreprendre sans que ton mari ne le sache. Hein. » Et les hommes, ils aiment voir les résultats. Ça veut dire quoi, ça? Parce que moi, tout ce que je fais, ce sont les résultats qui ont convaincu mon mari. Mon mari ne comprenait rien de ce que je faisais sur Internet. Il pensait que j'étais en train de m'amuser, c'est tout. Et c'est à quel moment qu'il commence à prendre ce que tu fais au sérieux? Je lui montrais mon argent, l'argent, voilà, le relevé, l'argent que j'ai gagné. Et il t'a dit quoi? Il a dit sur Internet, là. J'ai dit oui. Ah bon? Après, même il a commencé par avoir peur. Il pensait que j'ai arnaqué les gens. Il dit, je ressemble à quelqu'un qui va arnaquer. Je te connais, mais comment? Je me rappelle la première fois que je parlais, j'étais en train de closer, je disais en fait qu'une offre coûtait 2500 €. Ouais, je rappelle, closer, c'est un appel de vente ou un échange avec un prospect pour le convertir. Oui, voilà. Quand j'ai dit ça, quand j'ai fini, il m'a appelé, mais viens ici, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vends aux gens à 2500 €? J'ai dit, mais je vends une formation. Moi-même, j'ai payé comme ça. Donc, je pense que ce sont les résultats. Et les témoignages, voilà, je lui montrais souvent les témoignages des femmes. Voilà, une femme que j'ai accompagnée au Togo qui vend des gaines, qui faisait des chiffres de 6 millions, des choses comme ça, 6 millions de chiffres d'affaires.
Ben, il a dit, ah bon, à Lomé? J'ai dit, mais regarde, c'est la dame, elle me fait un rapport. Et donc, petit à petit, en fait, il a commencé par... Un jour, le jour que j'ai vu que j'ai gagné, là, il m'a dit, c'est quoi la monétisation du talent? Quand il m'a demandé ça, j'ai dit, hey, j'ai gagné. Et donc, tu as fait quoi? Non, j'ai dit, j'ai gagné. Voilà, si tu t'intéresses à ce que je fais aujourd'hui, c'est que... les résultats. Voilà, donc les femmes, si tu es avec un homme, moi, je ne peux pas dire, hein, je suis sincère, je ne peux pas mentir. Mon mari ne m'a pas encouragé à me mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Ça fait peur, oui, c'est vrai. Donc, mais est-ce que ça m'a empêché de me lancer? Non. Et oui, ce que tu dis, ça a du sens parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas se lancer et elle va dire que parce que mon mari ne m'a pas soutenu. Moi aussi, mon mari, moi, je me rappelle que j'ai fait un stage, voilà, on va en parler. J'ai fait un stage et son frère, il était très content. Waouh, cette fille-là, elle se bat et tout. Mais à sa grande surprise, on lui dit que je suis sur les réseaux sociaux, que je fais des vidéos. Oui. Il appelle mon mari, il me dit, mais elle n'a qu'à aller chercher du travail. Hein. Mais elle a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour trouver du travail, en fait. Un bon contrat. Et mon mari m'appelle, me dit, mais il faut l'appeler. Hein, il est en train de... J'ai dit, je ne fais pas. Je choisis d'être sur les réseaux sociaux et je sais ce que je fais. Et je me rappelle même le frère, il dit, mais c'est une histoire de Didi Choco, là, il commence là. J'ai dit, mais bref, à un moment donné, les gens qui t'entourent aussi ne vont pas te croire. Et il y en a même qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Je salue mon grand frère qui m'a beaucoup soutenu au moment où j'ai repris les études. Il est aux États-Unis. Il est au Canada actuellement. Le jour que je lui ai dit que j'allais me mettre sur les réseaux sociaux, il était déçu. Il était vraiment déçu. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas blesser. Ben, lui n'est pas comme moi. On est juste le contexte. Lui que je suis, il n'arrive pas à dire la vérité. Il n'est pas comme ça. Et il me dit, mais Sadia, tout ce que tu as fait là maintenant, qu'est-ce que tu cherches sur Internet? Sachant que tu avais, on va revenir dessus par rapport à ton master en Audi. Mais regarde, tu as soutenu brillamment. Mais tu as fait une bonne école. Moi, aujourd'hui, je veux même aller... Parce que lui, il aime les études. Très passionné. Je veux même... moi, je veux même trouver une inscription là-bas. Il était en Afrique à l'époque. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur Internet? Si tu veux rentrer au pays, je peux te chercher du travail dans les institutions internationales parce qu'aujourd'hui, je suis dedans. Il me parlait comme ça. Et je lui ai dit, j'ai trouvé ma voie. Et quelle voie? Je me sens bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Je lui ai dit, mais je veux vendre mes formations en ligne, je veux impacter. Je veux vendre des chaussures. Il a dit, d'accord. Ben, je te fais confiance. La deuxième fois qu'on a échangé, il m'a dit, je te fais confiance. Et après 6 mois, en fait, il m'observait. Il regardait ma progression. Il m'observait. Et après 6 mois, il m'appelle, il m'a dit, si tu continues comme ça, dans 2 ans, 3 ans, on va parler de toi. Félicitations. Et aujourd'hui, il veut faire, même il veut être visible aussi. Ah ouais, énorme. Donc tu vois, ça rejoint ce qu'un grand frère m'a dit un jour, c'est que acceptez que les gens doutent de vous jusqu'à ce que vous leur aurez donné des raisons de vous faire confiance. Ils ne sont même pas obligés de vous faire de vous croire. C'est ça que les femmes ne veulent pas comprendre. Ça, c'est la famille. Hein. Ça, c'est la famille. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dénigré. Tu sais, à l'époque, quand le livre de coach Ricardo Kanyama venait de sortir. La chef de ma mère. En fait, c'est ce livre qui m'a fait croire réellement que je pouvais réussir dans l'entrepreneuriat. Ah oui? Oui. Comment ça? C'est que quand j'ai lu le livre du début jusqu'à la fin, tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille de commerçants. Oui. Donc, il y avait rien d'organisé et tout. Donc, pour moi, si tu fais cette histoire de commerce-là, c'est que tu as raté ta vie, quoi. Oui, comme beaucoup d'entre nous, hein, oui. Voilà, pour moi, c'est que tu as raté ta vie. Et moi, intellectuel, c'est oui, voilà. Le bureau, c'est le... Ouais. Mais quand je lis le livre, je comprends, en fait, que je peux vivre de l'entrepreneuriat. C'est ce livre qui m'a fait croire que je peux vivre de l'entrepreneuriat. Yes. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Didi Choco, elle aussi, est auteure de 2 ouvrages, Oser rêver grand et L'art d'être visible sur Internet, pour ceux qui ont peut-être oublié l'info. Donc, dans ce livre-ci, vous verrez au travers de son parcours toutes les étapes qu'elle a franchies, comment elle a raisonné, les livres qu'elle a eu à lire, les stratégies qu'elle a mises en place, autant en tant que femme, maman, entrepreneur, pour pouvoir avoir les résultats qu'elle a aujourd'hui, à tel point qu'elle a réussi à générer 20 000 € en une journée. Dans ce livre-ci, L'art d'être visible sur Internet,
eh bien, elle vous donne les stratégies pour être visible. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Mais aussi, on sait qu'il y a beaucoup de femmes, parce que son livre s'adresse particulièrement aux femmes, même si certains hommes trouveront de l'intérêt là-dedans. Ben, elle vous donne des astuces pour pouvoir déjà vous lancer, dépasser les barrières mentales qu'on peut avoir lorsqu'on se dit que devenir visible, c'est compliqué. Bref, on vous met les 2 liens par rapport à ces 2 livres dans le premier commentaire de la vidéo. Donc Didi, tu parlais du livre de Ricardo Kanyama. Comment est-ce que tu fais la rencontre de ce livre-là? Ça m'intéresse. Parce que dans ton livre, tu parles beaucoup de la lecture, tu cites beaucoup d'auteurs. Oui. Ce livre, je fais la rencontre grâce à la coach Matt Karine. Oui. Donc, un jour, j'étais là et à l'époque, je ne comprenais rien d'Internet. Comme toi, peut-être qui regarde, je ne comprenais rien. Et elle était en live. Oui. Et dans le live, elle parlait de coach Ricardo Kanyama qui a sorti un livre et qu'ils avaient lancé un mouvement. Je ne comprenais pas trop. Mais tout ce que j'ai compris, il y avait un lien qu'il fallait cliquer sur le lien et s'inscrire pour pouvoir recevoir le livre et payer. Oui. Et je l'ai fait. Tu n'as pas eu peur? Non. Le jour-là, j'étais dans ma cuisine. Et je tenais mon petit. Je revenais du travail, je faisais le ménage là. Et j'ai cliqué et j'ai payé. J'ai payé, je pense 25 €, 15 €, je me rappelle. C'est rien, 25 €. Voilà, j'ai payé. Et quand je paye, après, je pense qu'on nous met dans un groupe, des choses comme ça. Sûr. Voilà. Et après, ils nous ont livré. Ils m'ont livré le livre. Et ils ont commencé par parler d'un programme. Oui, le programme La Chèvre de ma mère. Voilà. J'ai même revu ce cahier-là. Donc, j'ai acheté un cahier. Le samedi, là, je suis partie. J'ai acheté un cahier et tout pour pouvoir noter. Et je ne comprenais rien. Je cliquais simplement. Et je suis allée tomber sur une vidéo où il expliquait comment est-ce que c'est un grand mouvement que le monsieur voulait lancer pour lutter contre la pauvreté. Et comme bonne élève, je prends note et puis je commence par publier sur mon statut pour dire voilà le livre qui va changer la vie des Africains, voilà le livre et tout. Je me rappelle à l'époque, mes proches, mon grand-père, j'ai un grand-frère, tu vas même insulter le jour là, que c'est quoi ces bêtises-là? J'ai un autre grand-frère et je mets ça dans un groupe de famille. En fait, je partage ça partout. Et c'est là que je reçois le livre et je lis le livre et je dis waouh. Parce qu'il n'est pas pharmacien. Il a ouvert une pharmacie. J'ai dit, waouh. Non, c'est possible, ça? C'est possible. En fait, ça a réveillé quelque chose en moi. Et c'est depuis ce jour, voilà, l'aventure a commencé. L'aventure a commencé, yes. Oui, donc ça confirme ce qu'on dit, un livre peut changer ta vie si tu le lis. Oui. Donc, lisez, c'est très, très important. Ok, au-delà de ça, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a... tu es visible, tu crées le déclic dans la tête de certaines femmes. Ce n'est pas toujours, les hommes ne sont pas toujours d'accord. Est-ce qu'il y a des maris qui te contactent et qui te disent que tu es en train de détourner leur femme du droit chemin? Ça t'est arrivé? Oui, ils ne me contactent pas. Souvent, les hommes découragent les femmes qui me suivent. Toi, homme qui décourage ta femme parce que ta femme... Voilà. Toi, homme qui décourage ta femme parce que ta femme suit Didi Choco, il faut comprendre que c'est beaucoup d'argent que tu es en train de perdre. Parce que suivre Didi Choco va changer l'état d'esprit de ta femme. Elle va oser faire les choses en grand. Et sa vie va changer. Alors, les hommes disent à leur femme, qu'est-ce qu'elle va t'apprendre? C'est là, elle parle trop, elle raconte des bêtises d'Internet. C'est ce qu'ils disent. Sauf qu'avec mon discours, les femmes sont en train de comprendre là où je veux les amener. Donc aujourd'hui, il y en a qui viennent prendre des formations sans dire à leur mari. Et je vous félicite, bravo à toutes ces femmes-là parce que moi-même, j'ai pris une formation de 8 000 € sans dire à mon mari. Et quand il entend ça dans sa tête, ça ne... Il ne devient pas fou. Il n'a jamais cru qu'en fait que j'ai payé ce montant-là jusqu'au jour où les gens ont commencé par me payer aussi. Ouais. Les gens ne croient pas. Voilà, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, en fait, ils pensaient que je... Ils se disent qu'on ment sur Internet. Oui, voilà. Donc, il y a un homme, par exemple, au Togo, qui... ils ont failli se séparer à cause de moi. Comment ça? Raconte-nous, non, même les histoires comme ça. Ouais. Je ne veux pas dire... Non, dis pas, tu n'as pas besoin de dire non. Donc, la femme, elle s'est mariée, voilà, une femme. Ils se sont croisés à l'université. Ils se sont mis ensemble et le monsieur il a commencé par travailler. La femme s'est retrouvée à la maison. Il y a beaucoup de femmes africaines qui sont dans cette situation. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle s'est retrouvée à la maison, elle fait un enfant et elle n'a pas de travail. C'est compliqué. Donc, moi, je n'étais pas amie avec elle, j'étais amie avec son mari. Contrairement à ce que moi, mes amis sont des hommes. Donc, j'ai changé avec son mari sur Facebook à l'époque.
Et j'ai dit, et ta femme, elle devient quoi? À l'époque, je n'étais pas visible. Hein. Et il me dit, oh, elle va bien, elle est là, elle est là, il n'y a pas de travail et tout. J'ai dit, mais donne-moi son numéro. Et je prends le numéro et j'appelle la femme. À l'époque, il n'y avait même pas WhatsApp. J'appelle la femme, elle dit, oh, elle était tellement émue. Sadia, c'est gentil de ta part, tu es partie jusqu'en France et tu as pensé à moi. J'ai dit, et c'est comme ça que j'ai repris contact avec la femme. Et on a commencé par échanger. Et donc, j'ai commencé par parler à la femme. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu... Parce qu'elle était dans la dépendance affective. Elle attendait tout de son mari. Elle pleurait quand son mari n'est pas là. Elle fouillait dans le téléphone de son mari. Quand son mari court des femmes, elle n'est pas à côté. Laisse-le te désirer, ma soeur. Laisse-le, vis ta vie, pense à toi. Et à force de parler comme ça, elle a commencé par changer. Et le monsieur ne supportait plus le fait que la femme ne lui accordait plus beaucoup d'attention. Et l'attention, ça a commencé. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Oui, mais dis-nous, dis que c'est pas facile, ça veut dire quoi? Ils ont failli se séparer parce qu'il a levé même la main sur la oui, non, là, c'est chaud, par contre. Ouais. Parce qu'il ne supportait pas, en fait, la femme qu'elle devenait. Le monsieur ne supportait plus ça. Et c'était moi le problème, en fait. C'était Sadia tout. Il a commencé, même il a cherché un autre numéro. Il a commencé par s'infiltrer dans mes groupes. Oui, à l'époque. Et je l'ai envoyé simplement balader, quoi. Moi, si tu commences pas à me déranger, je te mets dans un coin et puis je m'en vais. Donc, j'ai supprimé son numéro de mon téléphone. Je suis passé à autre chose. Waouh, ok. Et c'est vrai que c'est chose que tu dis. Et est-ce que des moments dans ce que tu fais, tu as eu peur? Je n'ai jamais eu peur parce que je ne faisais pas du mal. Je ne fais pas du mal. Ça, à mon âme et conscience, je sais que je ne fais pas du mal. Et ce que je faisais, je sais que c'est pour le bien du monsieur en question aussi. Aujourd'hui, il est heureux. Est-ce que tu n'es pas heureux si tu regardes la vidéo? Il est très heureux. Aujourd'hui, il est retombé amoureux de sa femme. Tu sais, des fois, quand on est dans ce truc-là de visibilité, on est visible, il y a beaucoup de gens qui nous voient et tout. Des fois, on peut recevoir des menaces. Du coup, ça peut faire... C'est justement par rapport à ça que les gens ont peur. Si tu veux me rendre visible, je ne sais pas qui me voit, je ne sais pas à qui je fais du mal, je ne sais pas sur quoi je marche, et puis ça peut me créer des problèmes. Oui, du moment où tu ne fais pas du mal, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai déjà reçu, il y a une autre histoire, il y a une sœur qui m'appelle du Togo, et elle me dit, Sadia, tu sais, les vidéos que tu fais là, tu blesses les gens. Hein. Oui, voilà. Tes vidéos que tu fais là, tu blesses les gens parce que tu as dit que de ne pas vendre aux salariés qui achètent à crédit. Il y a une de mes collègues qui a regardé la vidéo, n'est pas du tout contente, hein, que c'est comme si tu t'adressais à elle. Il a dit, vendre à crédit là, ça fait du bien à quelqu'un. Elle dit, oh, on te parle, tu ne veux pas écouter. J'ai dit, donne-moi son numéro. La personne qui m'a dit, donne-moi son numéro. Elle a dit non. J'ai dit, donne-moi son numéro. Dis-lui de m'écrire. Toi, que tu as acheté à crédit depuis des années, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait d'acheter à crédit? Et tu veux que quelqu'un... Quand une personne se lance dans une activité et la personne te vend à crédit, tu penses vraiment qu'elle va s'en sortir? Non. Mais pourquoi vous voulez acheter à crédit? Si tu veux acheter à crédit, mais cherche une caisse, commence par cotiser sous ton lit. Le jour que tu auras l'argent, va acheter. Et j'ai dit, toi-même, tu veux entreprendre ou pas? Elle a dit oui. Tu me suis ou pas? Elle a dit oui. Mais tu penses que si tu commences une activité aujourd'hui avec 1 million et les gens achètent à crédit, tu vas t'en sortir? Et finalement, elle m'a remercié. Je pense que les gens sont bloqués. Les gens, le mindset n'est pas bon, quoi. Et il faut les éduquer parfois. Non, c'est vrai. Et qu'est-ce que je fais? Moi, quand tu m'insultes, le lendemain, je fais une vidéo pour te répondre. C'est mon point fort. Toutes les vidéos que je fais là, je réponds à des personnes. Si c'est commentaire, je réponds. Si tu viens dans mon inbox, je réponds. Et là. Comme ça, le lendemain, tout le monde est tranquille. D'accord. Je sais que tu as une boutique de chaussures au Togo. Et c'est quoi la différence? Quelle est la différence que tu perçois entre les clients en Afrique et les clients en Europe? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de consommer? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens consomment beaucoup en Afrique, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est tout à fait. Les gens dépensent beaucoup pour le vestimentaire. Ils ont une facilité à acheter qu'on n'a pas ici. Donc, toi qui es ici, là, il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, au niveau de l'achat,
les clients, comme tout client, hein, les clients en Afrique, en fait, ils ont besoin beaucoup d'attention, que tu sois là. Tu sais, ici, par exemple, tu peux aller sur un site internet, tu achètes. Tu passes à autre chose. Contrairement en Afrique, non. Ils ont besoin que tu leur parles. L'habit que je porte, qu'est-ce que je peux porter avec ça? Ils veulent qu'on prenne du temps. Du temps pour eux. Ouais. Et si tu comprends ça, ben, tu as gagné leur cœur. Non. Mais, et en quoi est-ce que le fait d'être visible te permet de mieux vendre tes chaussures au Togo, à Lomé? La visibilité me donne plus de crédibilité. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui vont acheter ces chaussures-là, pas forcément parce que c'est Didi Joko. Oui, c'est vrai. Voilà. Je reçois des messages, je suis allée, j'ai acheté des chaussures. Après une petite photo, elle t'envoie et tout. Voilà. Donc, c'est parce que c'est Didi. La visibilité te permet d'avoir de l'impact. Moi, j'ai beaucoup d'impact sur plusieurs femmes. En Togo, au Bénin, par exemple. Des femmes mûres d'âge, hein, c'est pas des jeunes. Donc, ça me permet déjà d'être plus crédible. En fait. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Même ici en France, parce que j'avais remarqué, c'est la fois où on a fait ton truc à la Maison de l'Afrique, là. La salle n'était pas assez grande. En fait, je ne savais pas que en fait, ça m'a fait prendre conscience de l'impact de ce que tu fais sur les réseaux. En France, en Europe. Je ne savais pas que j'avais autant d'impact aussi en Europe, quoi. Et ça a fait que j'ai changé beaucoup de choses suite à l'événement, là. Tu as vu? L'événement en présentiel, ça change beaucoup de choses. Beaucoup. Tant qu'on reste sur Internet, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est présent et quand les gens se déplacent, la dynamique n'est pas la même. Voilà. Ok, énorme, énorme. Au-delà de ça, bon, donc quelques années plus tard, tu tombes enceinte. Oui. Et tu dis, être maman t'a demandé de faire beaucoup de sacrifices. C'est quoi le plus gros sacrifice que la maternité t'a demandé de faire? Ben, c'est de mettre mes projets en stand-by et de me consacrer à l'enfant. Est-ce que ça en valait la peine? Oui, ça en valait la peine, mais je ne l'avais pas bien vécu à l'époque, en fait. Je ne comprenais pas comment je fais un choix qui m'empêche, en fait, de faire ce que j'aime. Ça pouvait attendre, quoi. Ça pouvait attendre. Donc, aujourd'hui, moi, toutes les personnes qui se marient, qui viennent vers moi, ben, j'ai dit, fais un plan de vie. Si tu veux avoir une carrière, parfois, organise-toi, en fait. Parce que si tu fais un enfant maintenant, l'enfant devient vraiment une contrainte par rapport à tout ce que... Si tu as un enfant, tu ne peux pas être libre comme tu veux. Si tu as un enfant d'1 an, 2 ans, tu ne peux pas vaquer à tes occupations comme tu veux. Donc, c'est ce que j'ai vécu. La grossesse, déjà, j'avais trouvé un stage dans une banque, je ne pouvais pas aller travailler. Ah oui. À cause de la distance et tout, les malaises. Et à l'arrivée de l'enfant, je me suis retrouvée à la maison. Je regardais mon enfant, je regardais les 4 murs et j'étais malheureuse. Et à ce moment là je me suis demandé, mais pourquoi j'ai fait un enfant aussitôt? Que Dieu me pardonne, je l'ai dit ça, je l'ai dit. Wow. Je me suis dit ça. C'est vrai que la question de la maternité, moi, je ne m'en rendais pas compte. Hein. C'est en lisant ton livre. Bon, j'avais cette idée en tête, mais en lisant ton livre, je me suis rendu compte que oui, ça peut être très difficile à vivre. Surtout que tu parlais des coutumes en Afrique où on lavait l'enfant avec le... Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Avec de l'eau à 40 degrés, l'enfant pleure et tout. Et puis... En fait, il ne comprenait même pas. Il ne comprenait même pas et tout. L'enfant pleurait. J'étais fatiguée. Et je me dis, à cet moment donné, je me suis regardée dans la glace. Je me dis, mais donc, c'est fini pour moi comme ça? Dans tous mes projets. Parce que l'enfant est là. Oui. Il est là, je fais comment? Et il n'y avait personne pour me prendre l'enfant. Maintenant, pour venir dans la suite aussi de tout ça, tu vas créer un forum. Oui. Et c'est... En fait, moi, ce qui m'intrigue dans ton truc du forum, c'est que tu dis que tu crées le forum parce que tu t'ennuyais. Exactement. Je suis très créative, en fait. Je m'ennuie vite. Donc, je trouve du travail dans ce foyer d'hébergement et je règle un problème, le problème d'argent.
Donc, dès que je règle le problème d'argent, il y a la question du bien-être, de l'épanouissement. Tu sais, la pyramide de Maslow, tu vois. Tu n'avais plus faim maintenant. Voilà, je n'ai plus faim, je n'ai plus... je peux faire ce que je veux, je peux envoyer l'argent, je peux rentrer dans un magasin, m'acheter ce que je veux. Mais à un moment donné, je n'étais pas bien, il y avait un mécontentement divin. Oui. Je voulais être utile. Et à l'époque, je causais avec beaucoup de femmes mariées. Voilà, j'ai changé. C'est-à-dire, quand je vais dans mon travail, je prends ma pause, je papote avec les femmes, ça va, et ton chéri, comment ça se passe? Il y en a qui se plaignent, il y en a qui parlent de bonnes choses et tout. Et c'est là que j'ai dit, mais un jour, dans la CAP, je me suis dit, et si je créais un forum pour un groupe WhatsApp? Et c'est comme ça, j'écris à 6 ou 7 personnes, oui, et je les mets dans le groupe. Ouais. Et je leur dis, ben, écoutez, ici, on va se parler entre femmes, on va se donner des conseils, voilà. On va parler aussi de comment est-ce qu'on s'occupe bien de son mari, quoi. D'accord. Et c'est là, maintenant, je demande à tout le monde d'ajouter au moins 10 personnes. Ah oui, ok. Voilà, donc si tu es dedans, ajoute 10 personnes. Voilà, 10 personnes. Et c'est comme ça, rapidement, le groupe s'est rempli. Et quand le groupe s'est monté, moi, chaque matin, j'ai dit, ben, la femme doit se battre, faites quelque chose. Moi, je suis en train d'aller au travail, je fais le ménage et tout. Et mais j'ai des projets, je veux... Donc, je parlais comme ça. Et il y avait des femmes qui sont diplômées, qui étaient dedans, qui étaient à la maison depuis des années. Ah oui. Elles se sont complètement oubliées. Et elles ont commencé par se réveiller, quoi. Ah ouais, tu sais, ça dit, elles venaient me courir. Tu sais que moi, depuis que j'ai eu mon diplôme, mon mari là, trouvé du travail. On nous a... Comme on envoie les fonctionnaires partout en Afrique, là. Donc, on nous a envoyés. Donc, du coup, moi, je m'occupe des enfants, je suis à la maison. Même quand je fais le business, ça ne marche pas. J'ai dit, ah bon? Et donc, ça fait depuis 9 ans. Je salue Nadine, au passage. Elle a une grande boutique aujourd'hui. À l'époque, elle fait partie des femmes qui pleuraient dans le forum comme ça. Et elle me dit, non, c'est ma situation. Et j'ai dit, mais va chercher du travail. Va postuler. Elle dit qu'elle trouve des arguments, bidon là. J'ai dit. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que je n'étais pas vraiment armée, en fait, pour les coacher. C'est important de préciser ça. Voilà, je n'étais pas armée parce que je parlais, mais elles ne comprenaient pas là où je les amenais. Et c'est comme ça, un jour, comme je l'ai dit, je tombe... il y a une qui s'appelle Chérifa qui envoie une vidéo de la coach Lady Sonia dans le groupe, en fait. Et c'est la première fois que je découvre la coach Lady Sonia, je ne la connaissais pas. Donc, elle parlait sur un plateau de télé, elle disait, oui, la femme... Donc, j'ai vu, en fait, que le message véhiculé là, c'était ce que je voulais dire, ce que je pensais bas, elle disait ça haut. On fait un gros big up à Lady Sonia, la Titi Boss. Waouh! J'ai dit, waouh! C'est ce que je pense que la dame là est en train de dire. Demande, j'appelle, qui connaît la dame là où? Elle dit, elle est sur Internet, elle donne des conseils et tout. Et je n'ai même pas réfléchi des fois. J'ai pris sa formation. LEI. J'ai pris, je pense 2 semaines après, j'ai pris. J'ai payé. Et d'ailleurs, c'est la première formation que je prends en ligne. Oui. Parce que ce que je voulais, c'est l'influence. Et je ne sais pas, elle a dit libre, épanoui et influence. Je me suis dit, cette partie influence, je vais trouver la solution à mon problème là-bas. Donc, quand j'ai fini de faire cette formation sur le développement personnel, j'arrivais à argumenter mieux. Ah oui, tu trouvais les mots, tu arrivais, oui, bien sûr. Bien sûr. J'avais compris aussi ce que ce qui me manquait en fait. J'avais compris en fait qu'il fallait que je lise beaucoup. Voilà. Et j'ai commencé par lire beaucoup de livres, j'ai commencé par chercher et tout. Et c'est comme ça, ces femmes, j'ai commencé petit à petit à les amener, à les challenger. Et j'ai lancé mon premier challenge. Et j'ai dit, chaque femme dans le groupe doit générer 500 000 francs. Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas l'argent de popote. Je ne veux rien entendre. Tu dois faire quelque chose qui va te permettre de générer 500 000 francs en 6 mois. Yes. Et celle qui m'a donné envie de faire le coaching aujourd'hui, c'est une femme métisse. Elle est au Bénin, elle s'appelle Fatih. C'est Fatih qui a généré ce montant-là en 3 mois. Elle s'est lancée dans le marketing des réseaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça, oui. Voilà, elle s'est lancée avec 25 000 francs. Et en 3 mois et quelques, elle m'envoie une capture d'écran, elle me dit, Didi Choco, j'ai 500 000 francs. Wow. Et ça m'a fait, mais c'est possible en fait. Avec 25 000. Elle a pu y arriver. Ah, c'est ça qui m'a donné encore la force.
J'ai commencé par encore crier sur elle encore. Tu nous grandis sur les réseaux. Oui, j'ai dit non, ça peut... Et les femmes ont commencé par se réveiller, elles ont commencé par... Et toutes les femmes du groupe ont commencé par lancer des activités. Et quand j'ai vu l'évolution de Fatih en question, elle a amené son mari à devenir stockiste. Oui, il a mis beaucoup d'argent dans le business au Bénin. Elle a gagné une voiture à l'époque. J'ai vu l'évolution et j'ai vu... C'est elle qui m'a amené en fait à me lancer dans le coaching. Wow. J'ai compris que je suis là sur la terre pour quelque chose et que je ne devais pas rester cachée. Wow. C'est excellent ça. Voilà. Ok. En 2021, tu as ton MBA en audit et gestion et contrôle de gestion. Oui. C'est ça? C'est l'université de l'école da Vinci. Oui, Léonard de Vinci, autant Paris pour La moi. Défense. Paris La Défense, ok. Sauf que dans la foulée, il y a aussi le Covid. Et derrière ça, du coup, je te lance dans le e-commerce. Oui. Mais pourtant, pendant cette période, beaucoup de gens se plaignaient du fait que ça n'allait pas. Sauf que toi, je te lance dans le e-commerce. Ouais. J'aimerais savoir, tes débuts dans le e-commerce, ça ressemble à quoi? Tu commences comment? Il faut savoir que moi, j'ai toujours vendu quelque chose, oui. quoi. C'est-à-dire qu'en France, ici, j'achetais des déodorants. Quand je voyais des promotions dans les magasins, donc j'achetais et j'envoyais en Afrique. Donc, je peux dire, mon e-commerce, c'était ce que d'autres personnes font aujourd'hui. Ils pensent que c'est le e-commerce. C'est-à-dire, je vendais sur mon statut WhatsApp. Voilà, et j'envoyais des messages inbox à des personnes. C'était ça, des déodorants, des sacs. J'achetais des sacs ici en France. Je faisais des courses à des femmes qui sont à côté de nous, qui ont des moyens. Ils peuvent m'envoyer 1 000 euros. Oui. Je rentre dans un magasin, j'achète les habits pour les enfants et tout. Et j'envoyais. C'est comme ça. Mais comment tu fais pour bâtir ton capital confiance? Parce que je sais qu'en général, les gens ont peur au début. J'ai envoyé mon argent, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, comme je suis en train de dire, j'ai commencé avec mon téléphone WhatsApp. Oui. Donc, je postais sur mon statut. Et la dame en question, je pense que c'était la patronne de mon frère. Et elle a vu. Ah, ok, d'accord. Voilà, elle a vu et puis elle m'a contacté. Mais le reste, en fait, ce sont des amis de mes amis. Ok, donc il y avait toujours un intermédiaire. Voilà, donc je mettais sur WhatsApp et ensuite j'envoyais inbox à des personnes. Est-ce que tu peux mettre ça sur ton statut et rajouter mon numéro? Voilà, c'est comme ça que je commençais par recevoir des messages des gens. Et donc, je faisais des cartons d'ici et j'envoyais en Afrique. Et quand le carton arrive, déjà, il y a déjà 5-6 personnes qui sont là, qui veulent prendre le stock. Ah oui. Voilà, donc ça n'attendait pas. Et au bout de combien de temps tu ouvres la boutique à Lomé? Bonne question. Tu sais, après, je faisais tout ça là quand j'étais femme de ménage. Donc, quand j'ai décidé de reprendre les études, j'avais vraiment un projet, c'est de mettre en place une boutique en Afrique. Ouais. Mais comment, je ne savais pas trop. Comment, voilà. Parce que la gestion de tout, je voulais quand même avoir quelque part, parce que les gens allaient chez ma cousine à la maison. Je voulais avoir un local où les gens peuvent aller. Et pendant que j'ai commencé par faire mon MBA, donc je réfléchissais. Et ma cousine en question m'a contacté, m'a dit qu'elle veut entreprendre. Voilà, celle qui gardait, mais j'aime bien entreprendre et tout. J'ai dit, écoute, moi, je veux t'aider. Et je vais te financer à hauteur de 1 000 euros. Je l'avais dit, si elle peut trouver des conteneurs, voilà, et tout, et je vais l'aider. Et non, je lui ai donné une date butoir où je devais lui envoyer l'argent. Parce que... et c'est en ce moment-là, comme j'avais ce projet avec la fille, et moi-même, je nourrissais l'envie de faire une boutique, mon mari va en Afrique. Et quand il va en Afrique, je lui dis... j'ai une amie, et je lui dis, mais est-ce que tu peux aller voir ma copine là pour... son mari va me donner, je vais louer sa boutique parce qu'ils ont une boutique et tout. Mon mari va le voir, le monsieur dit, j'aime beaucoup ça, dit tout, faut pas qu'elle gaspille son argent, quand elle va envoyer les choses, ça va pas marcher ici. Donc, le monsieur a commencé par me décourager à travers mon mari. Et mon mari aussi, il a dit que oui, il a raison, c'est un commerçant, il te dit, il te parle, il faut écouter. Donc, c'est comme ça que je n'ai pas pu lancer. Parce que je voulais, en fait, qu'il prenne la boutique, que je lance. Alors, il rentre et moi, je n'abandonne rien. Je reste focus sur mon objectif. Donc, après l'obtention de mon... pour le MBA, c'était 6 mois de cours et 6 mois de pratique. Donc, on a fait le cours de novembre jusqu'en mars. Donc, je finis. Et le vendredi que j'ai fini, là, je pense que... La semaine que j'ai fini, là, le vendredi, la France tombe dans le confinement. Donc, il fallait trouver un stage. Ah oui, bien sûr. Stage de 6 mois.
Moi, avec mon parcours atypique, femme de ménage pendant 7 ans, diplômée depuis 10 ans, mais c'était pas gagné d'avance. Et je décide donc, c'est pas même que je décide, j'étais obligée de retourner dans mon travail. Parce que le truc a été financé par Fongicif, donc voilà, donc il faut retourner au travail. Et quand je retourne, je reprends le tabac. Mon employeur me dit, mais ça veut dire tout, c'est un truc social, donc vous trouvez moyen de garde pour vos enfants et puis vous venez travailler. Si vous voulez, on vous donne même une voiture. Donc ils m'ont donné une voiture. Wow. Et j'ai commencé, j'ai repris le travail. Et quand j'ai repris le travail, je me suis dit, je fais quoi? Parce que dans ce moment de crise, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est dans mes recherches, j'ai commencé à lire beaucoup de livres aussi sur le développement personnel et tout. Dans mes recherches, je tombe en fait sur une vidéo de la coach Matt Karine. Elle était en train de monter l'escalier comme ça. Elle disait dans la vidéo, on peut travailler de la maison. Ouais. Ah oui, ça part de rien quoi. Elle peut travailler de la maison. Ok. Et je prends une consultation business avec elle et j'échange avec elle et puis après je décide de prendre une formation. C'est après avoir vu une vidéo de Marthe Karine qui disait qu'on peut travailler de la maison. Oui. Que toi, du coup, tu as décidé de te lancer dans l'e-commerce. Oui, voilà. Donc, après avoir vu cette vidéo, j'ai décidé de me former. Ouais. Donc, je me forme en fait pour savoir comment est-ce qu'on peut vendre en ligne. Ouais. Parce que ça m'intéressait, vu que je ne trouvais pas de stage et que je me suis dit en 6 mois, que j'allais laisser ce travail de ménage-là. Et que si je ne trouve pas du travail jusqu'à septembre de l'année en question, que j'allais laisser. Au plus tard, décembre, quoi. J'allais tourner la page et puis parce que je ne veux pas résumer ma vie à faire le ménage en France, en fait. Donc, comme je trouve l'opportunité, je me forme. Je paye la formation et la formation devait commencer en septembre. Ouais. Je parle de ça pour attirer l'attention des personnes qui disent « je suis salarié, je ne peux pas me former, et tous des arguments, je n'ai pas le temps », c'est faux. J'ai payé la formation et Dieu faisant les choses, j'ai trouvé mon stage 1 semaine après avoir payé la formation. Waouh! 1 semaine après avoir payé la formation. Oui, j'ai payé la formation fin août et j'ai trouvé mon stage début septembre. Et c'est justement là tu parles beaucoup de la loi de l'attraction. Moi, on reviendra dessus plus tard. Et lorsque tu te lances, tu commences, c'est quel article que tu vas en premier? Donc, quand je me lance, dans la formation, je me découvre qu'en fait, que je pouvais vendre, je devais résoudre un problème en fait. Ouais. Voilà, et je regarde et je vois que j'ai des problèmes, je ne trouve pas de chaussures. Et je peux me lancer dans la vente des chaussures. Et c'est là que je trouve un fournisseur et je passe ma première commande de chaussures. Voilà, avec 1 000 €. Avec 1 000 €? Oui. Et que tu décides de vendre où, en Afrique ou ici? En Afrique. Direct. Ici, comme j'étais en stage, c'est-à-dire que je ne peux pas, j'ai pas le temps ici. Mais tout le temps que j'ai, c'est dans les transports, je peux répondre aux messages. Énorme. Voilà. Donc, c'est ça, je passe une commande de 1 000 € et rapidement, je contacte ma cousine et je lui dis, cherche-moi une boutique. Oui. Elle dit, trouve-moi une boutique et voilà, on va mettre les choses en place. Waouh. Et quand j'ai dit à mon mari, il dit, boutique? J'ai dit, oui, là, c'est bon. J'ai dit, cette fois-ci, mon frère, c'est bon. J'ai trouvé, il a dit, tu vas vendre ça comment? J'ai dit, je vais t'expliquer. Je comptais sur la publicité Facebook à l'époque. Tu vas trouver les clients où pour acheter chaussures de 20 000 à l'époque. Maintenant, là, c'est 25 000. Donc, j'ai trouvé... Moi, quand je fais mes choses, je vais vite. C'est-à-dire qu'en 2 jours, on a trouvé la boutique. Et j'ai demandé le devis pour aménager et tout. Et la boutique, en 2-3 semaines, la boutique était prête. On a aménagé. Et maintenant, on a aménagé et le colis devait partir de l'usine pour venir. Ça a mis 1 mois. Pendant 1 mois, la boutique était vide. J'ai commencé par vendre de l'eau. Dans la boutique, ouais. J'ai acheté un frigo. Oui. Pour moi, il n'y a jamais de problème. Dans la vie, il y a toujours une solution. J'ai acheté un frigo, j'ai appelé une personne qui fait des yaourts. J'ai dit, mais fais-moi des yaourts, envoie là-bas. Les déodorants, j'ai dit, expose les... Un ami qui m'a dit, tu ouvres une boutique pour vendre de l'eau? C'est-à-dire que tu as un problème? J'ai dit, non, tu verras. Mais en plus, tu as aménagé ça, c'est beau, mais il n'y a rien dedans. J'ai dit, tu verras. Donc, après 1 mois, les chaussures arrivent. Et ce qui m'a plu, le jour qu'on a livré les chaussures, mon mari était en Guadeloupe. Waouh! Waouh! Il était dans la boutique et puis le livreur est arrivé avec les chaussures. Et ma cousine m'appelle et me dit, mais regarde, ton mari est là. Elle a dit, waouh, Sadia, elle est déterminée la vie là.
Énorme. Et c'est comme ça, l'aventure commence avec les chaussures. Donc, je reçois ce stock, je lance la publicité et je vends. Je vends pratiquement, il me restait à peine 3-4 paix, quoi. C'est parti tellement vite, les gens sont venus acheter. Et ce qui m'a touché, ce n'est pas des personnes que je connaissais, c'est des personnes qui m'ont vu sur Internet. Wow. Je bénis la vie de toutes les personnes, je ne les connais pas, mais toutes les personnes qui ont acheté mes premières paires de chaussures en Afrique, franchement, c'est vous qui m'avez donné le courage de créer cette marque aujourd'hui. Il faut commencer. Oui. Il faut commencer. Donc, quand je vends ça, je vois, dès que j'ai époulé ce stock-là, j'ai commencé par voir grand, très, très grand. Ouais. Et c'est où que tu vas arriver avec cette marque Didi Choco? Mon rêve le plus fou, c'est que quand une femme a... Donne-moi le nom d'un village du Cameroun. Djiki, c'est mon village. Voilà, Djiki, voilà. Djiki, c'est bien. Djiki, une femme qui a Djiki, elle chausse à partir du 42-43, quand elle a envie de se faire belle, qu'elle pense à Didi Choco. Et ça... Je sais que ça va arriver. Yes, sir. C'est ce qu'on te souhaite. Et parlons un peu vite fait de la loi de l'attraction. Ouais. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Pourquoi? Parce que les gens attendent que tout soit prêt avant de commencer. Ouais. Ils ne comprennent pas en fait qu'il faut commencer à attirer. Et ça bloque beaucoup de personnes. Toi, Valère, avec qui je suis aujourd'hui, plusieurs personnes nous voient sur Internet, mais je t'ai connue parce que j'ai décidé simplement d'écrire un livre. J'étais connue parce que j'ai décidé de collaborer avec Lina Aruba. J'étais connue parce que j'ai décidé un jour de prendre mon téléphone et de faire une vidéo sur Internet et j'ai connu Dr Dorian. Ouais. Donc, en fait, il faut que les gens comprennent que c'est dans l'action que tu vas avoir le miracle. Ah ouais, ça c'est fort ça. Dans l'action que tu vas avoir le miracle. Le miracle se trouve dans l'action. Ouais. Tant que tu ne passes pas l'action, tu ne vas pas avoir le miracle. Je ne sais pas si dans notre communauté, on a un souci. Les gens je pense que les gens dorment debout, quoi. Ils ne comprennent pas, en fait. Il y en a qui prient, Dieu donne-moi, mais ils n'agissent pas. Tant que tu n'agis pas, tu ne vas pas avoir. Donc, les bonnes choses que tu veux dans la vie, si tu n'agis pas, ils ne vont pas venir vers toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et depuis que je me suis lancée, les choses se suivent comme ça. Et c'est incroyable. Tu attires les gens qui te ressemblent quand tu deviens une autre personne aussi. Hein. Ouais. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à insulter le président, à insulter les autorités, à critiquer ton employeur, à te lamenter, à insulter ton mari et avoir du changement. Hein. Donc, tu attires que les gens qui te ressemblent. Si tu passes ton temps à te lamenter, tu vas attirer les gens qui se lamentent. C'est vrai. Très, très fort. Et du moment où tu as un objectif, tu es concentré sur ça. Quand tu sors, tu vois que des choses qui vont te permettre d'atteindre l'objectif. Tout à fait. Je confirme. Et ça, c'est un message que je veux que plusieurs personnes comprennent, en fait. Et malheureusement, plusieurs sont là. Ils ne comprennent pas, en fait, qu'il faut agir pour voir les opportunités autour de soi. Tu m'as invité aujourd'hui parce que j'ai osé prendre mon téléphone pour faire une vidéo. C'est vrai, les gens ne voient pas le travail qui a été fait avant. Voilà. On va juste voir le résultat aujourd'hui. On ne voit pas d'où tu es parti. Bref, pour ceux qui veulent savoir d'où Didi Choco est parti, tout est dans le livre Oser rêver grand. Elle ne le dit pas là, mais il faut savoir que la famille dans laquelle elle vivait, c'était pas toujours facile. Coucher à 23h, lever à 3h pour cuisiner et tout. C'était pas évident. Bref. Didi, j'aurais peut-être une ou deux dernières questions à te poser. Qu'est-ce qui a changé dans le e-commerce en 2025? Parce que je reçois beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent que sur Internet, c'est devenu violent, c'est compliqué. Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, comme moi déjà, je venais de me lancer, la communauté africaine avait peur des réseaux sociaux. Ouais. Beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui ont encore peur. Hein. Ouais. Mais il y a 5 ans, 7 ans, quand moi je venais de me lancer, ça veut dire que c'était inimaginable pour une personne de voir quelqu'un sur Internet, d'appeler la personne et de se faire livrer à la maison. On est d'accord. Et je vais vous dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place la boutique. Ah oui, bien sûr. Ouais. Juste pour rassurer les personnes. Donc aujourd'hui,
la mentalité a beaucoup évolué. Les gens se sont familiarisés avec les réseaux sociaux. Ouais. Et ça rend la chose plus facile. C'est qu'une personne peut tomber sur une vidéo, prendre son téléphone, taper. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a beaucoup changé, c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, il y a l'utilisation des sites Internet, en fait, qui commencent par être intégrés dans le contexte africain, en fait. Vous voyez, on sait que le e-commerce en Europe, il faut un site Internet et tout, mais en Afrique, aujourd'hui, tu peux avoir un site Internet et faire une activité. Si tu as du stock et tu lances la publicité, les gens, ils payent à la livraison. Ça facilite beaucoup de tâches à la personne qui fait l'activité. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, toi, s'il y a une astuce à partager à ceux qui veulent être visibles sur Internet, ce serait laquelle que tu auras à partager? Apprends à faire des vidéos. Tu ne peux pas vouloir gagner l'argent en 2025 et dire que tu te caches. Apprends à faire des vidéos. Simplement, bonjour. La création du contenu. Dis quelque chose aux gens et ben, tu vas gagner de l'argent. C'est vrai. Et surtout que ce qu'il faut préciser, c'est que ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est pas se dire que c'est la même chose que tu feras dans 10 ans. Non. Dans 5 ans. Non. Moi, aujourd'hui, on est dans l'édition. Moi, on n'a jamais su qu'on devait faire dans l'édition. Exactement. On a commencé par... Ouais, on disait... un peu comme toi, tu voulais juste partager quelque chose dans un forum. C'est tout. Parce que tu t'ennuyais. Je m'ennuyais, en fait. Je m'ennuyais. Je m'ennuie. Ok, Didi. On arrive pratiquement au terme de notre échange. Et est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais à laquelle tu souhaitais répondre? Ou du moins, est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée, mais à laquelle tu aimerais répondre aujourd'hui? Oui, j'en ai déjà parlé, mais je profite pour répondre. Je pense que l'Africain intellectuel a un réel problème. Le vrai problème de l'Afrique, ce sont des personnes qui sont intellectuelles, qui n'ont pas du bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Quand tu étudies et tu obtiens un diplôme et que tu n'as pas du travail, il faut que tu te recrées. C'est vrai, ça. Le diplôme ne suffit plus. Le talent ne suffit plus. Il faut créer. Créer demande du travail, de l'effort, de l'engagement, de la détermination, de la résilience pour pouvoir réussir. Donc, vous, les détenteurs de gros diplômes qui avez les poches vides, vous êtes des problèmes pour notre société. Je ne dirais pas de fermer les universités en Afrique, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont diplômées dans notre communauté, qui sont dans l'illusion totale et qui ne comprennent pas en fait que ce n'est pas simplement le diplôme qui va leur permettre de pouvoir manger, vivre et donner une vie, une meilleure vie à leurs enfants, à la famille. Combien de personnes qui sont diplômées aujourd'hui dans nos pays? Combien de femmes qui sont diplômées, qui sont dans des foyers aujourd'hui, qui tendent la main à leur mari, qui s'apitoient sur les sorts, qui se lamentent, qui se victimisent et qui attendent le miracle? Combien de personnes passent le temps à prier sans comprendre en fait qu'il faut qu'ils se lèvent pour faire quelque chose de leur main? Le pauvre doit parler. Le pauvre doit pas avoir honte de mettre la main dans la farine pour mélanger, pour faire la pâte. Je ne sais pas comment si notre communauté pouvait comprendre ça, notre vie va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre communauté. Et c'est ce message que moi j'ai envie de passer ici. Chers Africains, chères sœurs surtout, je veux m'adresser à mes sœurs. Tu peux commencer par vendre des beignets et devenir millionnaire. Tout à fait. Tout dépend de la stratégie. Et Internet, ton téléphone. Je vais prendre mon téléphone pour que tu vois. Ah oui, tu avais l'autre. Voilà. Ton téléphone, même si c'est un téléphone de 50 000 francs, peut changer ta vie. Oui, c'est vrai. Il suffit simplement de prendre ton téléphone, de filmer ce que tu fais, de mettre sur les réseaux sociaux, même sans formation. Et tu vas commencer par recevoir des appels des personnes. Et c'est le début de quelque chose. Et les personnes qui sont dans la perfection aussi,
il faut comprendre qu'on a la clarté dans l'action. Ouais. C'est que si tu ne commences pas, tu ne vas pas voir plus clair. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, ça va. Ouais. Donc, commence là où tu es et reste concentré et comprends que la visibilité, c'est la nouvelle monnaie actuellement. Si on te demande qu'il y a une monnaie actuellement, c'est la visibilité. Si tu es visible, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si on te connaît, plus tu gagnes. Tu gagnes. Ah, c'est vrai. Donc, vous qui dites que je n'aime pas trop me parler, je n'aime pas les réseaux sociaux, vous avez tort. C'est la misère qui prend place dans votre vie. Donc, venez vous montrer sur Internet et vous allez changer votre vie. Internet a changé ma vie. Aujourd'hui, plusieurs femmes témoignent. Plusieurs femmes ont vu leur vie changer. Il y a Laurette, une Ivoirienne, dont le mari est tombé malade. Il a fait un AVC très compliqué. Elle tombe sur moi. Elle suit une formation de 50 €. Aujourd'hui, elle génère des millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Lourd. Avec le téléphone. Non, et ce que tu dis, c'est vérifiable. Hein, dans les gens. Alors qu'elle travaillait avant, elle était payée à 80 000 francs. Et l'employeur même ne lui donnait pas son salaire. Donc voilà le message que je veux passer. Réveillons-nous, on dort. On dort. Merci beaucoup pour cet excellent retour. Bon, l'équipe, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes YouTube, Instagram et Facebook, parce que vous êtes un peu plus de 5 000 à vous abonner chaque mois. C'est énorme, mais si plus on sera nombreux, plus on pourra inviter des intervenants qui ont de plus en plus du calibre, un peu comme Didi Choco. Donc Didi, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. C'est moi. Donc n'oubliez pas le rendez-vous pour ceux qui voudront rencontrer Didi Choco, c'est le 9 mai prochain au week-end de l'écrivain du côté de Paris. Donc Didi, ta caméra elle est là, je te laisse le mot de la fin. Osez rêver grand. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Rien n'est facile dans la vie. Mais quand tu te lances et tu crées ta vie et tu restes déterminé, tu pourras faire de grandes choses. N'attendez pas les autres. Agissez vous-même. Les personnes qui échouent attendent plus les autres et oublient elles-mêmes d'agir. Alors, je suis passée de femme de ménage à chef d'entreprise. Oui, j'ai fait 7 ans de ménage en France. Et aujourd'hui, ça fait plaisir. Je suis sur la toile. J'impacte des vies. Je transforme plusieurs mindsets, plusieurs mentalités. Et moi-même, j'ai une marque de chaussures. Je suis auteur de 2 magnifiques livres. Le premier livre, je l'ai écoulé à plus de 3000 exemplaires en 12 mois. C'est énorme. Et je veux dire que toi aussi, tu peux. Et justement, ce livre a été un élément déclencheur dans mon évolution sur les réseaux sociaux. Parce que plusieurs femmes africaines se sont reconnues dans ce livre. Donc, ton histoire, ne garde pas ça. Tu dois écrire ça dans un livre. Tu dois partager ça avec le monde. Viens sur Internet, ta douleur, ta frustration, tes problèmes. Viens partager ça, mais il faut que ce soit structuré pour que tu puisses capter l'attention des personnes qui ont besoin de toi et qui viendront payer 2 500 €, 3 000 €, 10 000 € pour ce que tu leur proposes. Et tu pourras quitter ton travail et changer ta situation aussi. Je te souhaite beaucoup de succès. Reste concentré. C'est la distraction qui ne donne pas le résultat. Yes, reste concentré, c'est la distraction qui ne donne pas le résultat. Surtout que dans ton livre juste aussi, tu parles, Oser rêver grand, tu parles beaucoup de la focalisation. Parce qu'à un moment donné, tu as mis tout de côté, tu as fermé le forum pour te focaliser sur ton business sur Internet. Bref, l'équipe, je recommande vivement de lire ça parce que je dis toujours qu'on apprend par référence. Lorsqu'on voit une personne qui a fait, on se dit qu'on peut faire nous aussi. Et puisqu'on n'aura jamais assez dans une seule vie pour vivre toutes les expériences, le meilleur moyen d'apprendre de l'expérience des autres, c'est de lire les livres qu'ils ont eu à écrire. Et le livre en soi, vraiment, c'est rien du tout. Bref, l'équipe, merci Didi. C'est moi.
Donc, merci à toi de nous avoir écoutés. Si tu auras aimé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Like, commente, partage et abonne-toi. Si tu trouves que c'est intéressant ce qu'on te propose, on mettra tous les liens pour suivre Didi Choco sur sa page Facebook, sur Instagram, sur TikTok et même sur YouTube parce que désormais, elle est aussi très active sur YouTube. Ouais. Elle va te remonter. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se retrouve. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.